Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie et on va parler ensemble d'alimentation en pleine conscience. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Eh bien, ça va, très bien. Merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Anne-Marie Goldenberg, je suis déjà diététicienne, nutritionniste. Et j'ai fait une spécialisation en fait sur les troubles du comportement alimentaire. Ça me tient vraiment à cœur d'aider les gens qui ont perdu le plaisir de manger en particulier. Mais je suis aussi spécialisée en alimentation en pleine conscience. Et je suis aussi auteur d'un livre voilà, sur le plaisir de manger, justement, qui s'appelle Gourmand en pleine conscience. Ok. Donc voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment d'aider les femmes, surtout les femmes, parce que les hommes ne viennent pas beaucoup au cabinet. J'en ai quelques-uns, mais pas énormément. Donc, et d'aider les femmes qui ont besoin d'apaiser leur relation à la nourriture, à elles-mêmes, à leur poids. Et il y a quand même beaucoup de personnes que je rencontre qui souffrent de leur relation à l'alimentation. Donc, pouvoir leur remettre une dose de plaisir dans cette relation, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre nutritionniste et diététicienne? Oui, alors, nutritionniste tout seul, ça veut rien dire. Ah, ok. Il y a des diététiciens nutritionnistes ou des médecins nutritionnistes. D'accord. En fait, les deux sont des professionnels de la nutrition. C'est simplement qu'il faut préciser le métier à côté pour comprendre si vous êtes chez un diététicien ou un nutritionniste. Ok, d'accord. Et la différence, donc, c'est les études? Mais Alors vous oui, fournissez c'est pas le même niveau d'études et on va dire que la diététique, c'est en fait la connaissance un petit peu de ce qu'il faut mettre dans votre assiette pour que votre corps soit en bonne santé. Et la nutrition, c'est l'impact de cette alimentation sur votre corps. Ok, d'accord. Ok. Donc souvent les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont un impact spécifique sur leur corps. Donc Ok. soit ils sont en mauvaise santé, soit ils ont un poids qui correspond pas à ce qu'ils voudraient, et donc il faut repasser par l'alimentation pour régler la nutrition. D'accord. Ok, très Mais bien. en tout cas, voilà, c'est important d'avoir les deux, et la diététique et la nutrition. Ok. Et maintenant, on va passer dans la seconde partie du podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'alimentation en pleine conscience? Alors, je vais commencer par vous donner une petite citation Ok. de John Kabat-Zinn, qui est un médecin qui a participé vraiment à répandre la pleine conscience dans le monde entier. Donc, il dit, quand vous êtes sous la douche le matin, assurez-vous d'être bien dans la douche. Parce que peut-être que la réunion de votre travail entière est déjà dans votre douche avec vous. Donc, simplement pour prendre conscience que on fait les choses à 200 à l'heure aujourd'hui. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on se rend compte que quelque part, on fait plusieurs choses à la fois. On optimise, voilà. Et en fait, faire beaucoup de choses à la fois, c'est plus faire les choses. Donc quand on parle d'alimentation en pleine conscience, on va essayer de vraiment manger. Vraiment manger, vraiment être là, de ressentir un petit peu tout ce que l'alimentation peut nous offrir, parce que c'est quand même ultra sensoriel comme expérience. C'est vrai. C'est vrai que souvent, enfin, je le vois, même moi, en essayant pourtant de mettre de la conscience, on peut manger mécaniquement le midi ou faire deux choses à la fois, ou même effectivement sous la douche. Et c'est vrai que des fois, parfois, personnellement, je suis en train de penser à plein de trucs et je me dis non mais concentre-toi sur l'eau qui coule. C'est un vrai exercice en fait. Au début, ça vient pas forcément facilement. Et je trouve qu'au restaurant, par contre, là, on peut peut-être plus mettre de la conscience quand on est quand on mange. On y arrive au restaurant beaucoup plus facilement. Il y a des conditions en fait où c'est plus facile, ou des moments dans la. Parce que souvent, au restaurant, qu'est-ce qui se passe? Votre portable, il est un peu plus caché, il n'y a pas la télé allumée, vous partagez un moment avec quelqu'un, mais voilà, vous avez décidé que ce moment, ça allait être un bon moment. Donc, pour que finalement... Ça, c'est important ce que vous venez de dire. Oui. Vous avez décidé que ça allait être un beau moment. Parce qu'en fait, quand on prend la décision finalement de vivre les moments plus intensément, on se rend compte que ces moments sont riches en eux-mêmes. On n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. On n'a pas besoin d'écouter un podcast en même temps qu'on mange. Non, le repas devant vous, c'est une belle assiette, il y a des couleurs, il y a des reliefs, et puis c'est sympa de manger quand même, il y a du plaisir. Donc si vous faites pas attention, vous passez à côté de votre plaisir en fait.
Et ce moment qui était censé être un moment vraiment nourrissant devient un moment où un moment plus fonctionnel, un moment où on va se remplir parce qu'il faut, et on passe à autre chose. Donc l'alimentation en pleine conscience, c'est redonner un petit peu la place, la vraie place à l'alimentation. Ok. Et quelle est la différence avec l'alimentation intuitive? Alors dans tout ce qu'on appelle l'alimentation en pleine conscience ou intuitive, moi j'aime bien parler de courants différents. Ok. On regroupe la même idée, c'est-à-dire de redonner un petit peu la place, la vraie place au repas. Dans l'alimentation en pleine conscience, alors ça va vraiment passer par l'expérience, une expérience presque méditative de faire attention au repas, faire attention justement à l'expérience de ses sens et faire attention à sa faim, à sa satiété. Donc finalement, c'est presque une rééducation où on va réapprendre à percevoir ces signaux internes. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup au cabinet, c'est de la rééducation, vraiment. Je suis le kiné de l'alimentation, où les femmes viennent et je leur explique, voilà, vous ressentez plus la faim, en fait, c'est ça le problème. Donc je leur donne des exercices, on fait ensemble des pratiques pour que finalement, au moment de manger, on sorte de l'autopilotage. Et dans l'alimentation intuitive, on est sur des choses assez similaires. Mais quelque part, on va partir sur 10 préceptes, 10 règles en fait, où l'alimentation intuitive va vraiment mettre de côté tout ce qui est régime restrictif, etc., catégorisation des produits. Donc c'est vraiment renoncer à rentrer dans du régime restrictif. Donc ça c'est vraiment la particularité principale de l'alimentation intuitive, mais aussi faire attention à sa faim et toujours honorer sa faim, tout en étant dans une approche un petit peu plus méditative. Mais ce courant-là a été créé par une diététicienne. D'accord. Et l'alimentation en pleine conscience par Jan Chosen-Bay, qui est une moine en plus d'être docteur, et puis Jean Christeller, qui elle est plutôt psychologue, voilà, et méditante. D'accord. Et je me disais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes parce que parfois on veut manger, comme on dit, par fonctionnalité et parfois on veut manger par plaisir. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver dans les deux cas, enfin comment dire, à manger par fonctionnalité mais en mettant de la conscience? Quand on a peut-être que 5 minutes pour manger et qu'on a peut-être un sandwich à manger, donc peut-être pas quelque chose qui est très fameux, on va dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour allier les deux, pour quand même passer un bon moment? Se dire, je veux quand même que ce moment soit beau et bon et agréable, même si j'ai pas beaucoup de temps, je suis stressée dans le moment là de ma vie ou de ma journée, et le plat que je dois manger est peut-être pas forcément le plus incroyable qu'il soit. Alors, en fait, il faut quelques secondes pour manger en pleine conscience. On n'a pas besoin, on peut le faire en quelques secondes, on peut le faire pendant tout son repas. Si vous preniez juste le temps de regarder votre sandwich, de vous demander, voilà, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que j'ai faim déjà? Parce que pour avoir du plaisir, il faut avoir faim. Oui. Petit tips. En général, quand on n'a pas faim, on a beaucoup moins de plaisir à manger. Mais voilà, prendre 2 minutes. On va dire qu'on est stressé, on n'a pas préparé une réunion, etc. Je m'adosse, je regarde à l'extérieur plutôt que de regarder mon portable. Je prends plaisir à croquer dans ce pain, sentir voilà le croustillant du pain, sentir la mayonnaise qui va napper mon palais, l'acidité un petit peu de ce thon en boîte qu'on a mis dedans ou de la tomate qui est pas forcément très mûre, mais voilà, se rendre compte finalement que dans ce sandwich il y a beaucoup de choses. 2 minutes, ça suffit. Et là, vous êtes connecté. En fait, vous êtes sorti de l'autopilotage. Vous avez accepté d'appuyer sur pause. Et quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de le faire 20 minutes. Vous le faites 2-3 minutes et après vous pouvez retourner à votre activité et vous en souviendrez de ce sandwich parce que quelque part déjà anticiper le plaisir avec les yeux, avec l'ouïe, quand on écoute le croustillant, avec le toucher, c'est anticiper la satiété. Donc finalement c'est un moment qui va devenir plus nourrissant parce que vous y avez plus porté attention et vous en avez pris plus de plaisir. Donc on va plus facilement sentir la satiété. Et Exactement. Du coup, ne pas manger pour se remplir, entre guillemets. Exactement, parce qu'il y a une étude qui montre que quand on prend plaisir par les autres sens en anticipation de la dégustation, on joue déjà sur la satiété. D'accord. Donc ça permet finalement d'ajuster les quantités qu'on va manger plus intuitivement. Comme la satiété arrive
et qu'on y porte attention, et ben on va peut-être s'arrêter avant la fin du sandwich, parce que la fin, on va se rendre compte que on n'a peut-être pas besoin, on n'a peut-être pas envie, ou que c'est moins bon, ou que ça suffit. Ouais, Voilà. je vois très bien. Et puis peut-être aussi qu'en y mettant de la conscience, on peut aussi facilement réadapter son alimentation, je me dis, parce que si on se rend compte que quelque chose n'est pas forcément bon ou sain pour soi, par exemple, on est stressé, on va manger une barre de chocolat parce qu'on a envie d'un shot de sucre, on va dire. Peut-être que si on mange en conscience, on peut se dire, tiens, c'est quand même très sucré, ça me titille le palais, ou au final, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que... Enfin, je sais pas, c'est une réflexion que... Mais complètement, ça. Enfin, c'est juste apporter de la curiosité à votre repas et de vous demander, voilà, est-ce que c'est pas trop sucré? En fait, de prendre conscience, est-ce que vous avez plaisir à manger cette barre de chocolat jusqu'au bout? Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils finissent leur assiette systématiquement, parce que sinon, c'est gâché. Bah, on a été éduqués comme ça, effectivement. Évidemment, nos parents, grands-parents, ça dépend de l'âge que vous avez, mais ils ont connu la guerre, ils ont connu des situations qui étaient compliquées, et puis c'est en nous, depuis la préhistoire. On mange quand il y a de la nourriture parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup de risques de ne pas retrouver de la nourriture au repas suivant. Donc, on n'a pas besoin de continuer, en fait, à finir son assiette. Et un petit exercice que j'aime bien faire aux personnes qui veulent absolument finir, c'est de laisser la dernière fourchette dans l'assiette. Et d'observer ce que ça provoque en eux. Et en général, ça provoque quoi? La frustration. Ah oui? Mais c'est bien de le savoir. D'accord. La frustration, ou justement ces pensées autour de est-ce que je gâche, est-ce que je gâche pas. Voilà, c'est juste, en fait, encore une fois, appuyer sur pause et observer ce qui va se passer. Oui, parce que du coup, dans ce cas-là, on va pas manger pour soi parce qu'on a besoin, donc pour sa satiété, mais on va manger par rapport au conditionnement, entre guillemets, qu'on a eu, où il faut finir son assiette. Ouais. Donc vous la laissez sur le bord de l'assiette, vous demandez, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que oui, il faut finir. Ça, il y a comment dire, ce schéma qu'on a en nous, il faut finir. Oui, très bien, j'ai compris, il faut c'est gâché, etc. Mais là, j'appuie sur pause et je me dis, mais est-ce que mettre dans mon corps quelque chose dont je n'ai plus besoin, ce ne serait pas gâché aussi? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Donc voilà, c'est juste à réapprendre à mettre des pauses. Ok. Et vraiment écouter son plaisir. Très bien, merci. Très clair, très intéressant. Et maintenant, on arrive dans la troisième et dernière partie du podcast. Quel est le rapport entre l'alimentation et l'image qu'on a de soi? Alors là, on a beaucoup parlé un petit peu de comment faire pour manger en pleine conscience, mais je vais vous parler un petit peu de ce que ça peut apporter. Parce qu'il faut comprendre un petit peu tous les bienfaits qu'il y a autour de cette approche. Donc vous l'avez compris, en s'écoutant plus, on arrive plus facilement à adapter les quantités à ses besoins. C'est-à-dire qu'il y a 3 signaux pour arrêter de manger: la faim, la faim et la satiété, qui est la disparition de la faim en fait, le plaisir et la distension de l'estomac, qui est quand même un repère très physique, où quand on arrive à un estomac bien plein, c'est aussi un bon signal pour s'arrêter. Ça me fait penser au repas de Noël. C'est ça. En général, on s'écoute pas trop à ce moment-là. Mais voilà, ces signaux sont là pour nous aider à finalement guider notre repas et équilibrer les quantités en fonction de mon besoin du moment. Voilà. Donc, on arrive déjà à être plus en accord avec son corps, à retrouver son poids d'équilibre, parce qu'on s'écoute plus. Et puis, finalement, cette tablette de chocolat sous le stress qui nous donnait envie, peut-être 1 ou 2 carrés, ça va répondre déjà à mon stress et ça va me suffire. Et du coup, on sort un petit peu de tout ce qui est grignotage, compulsion, et ça peut aller jusqu'au trouble du comportement alimentaire, où finalement, on apprend à plus écouter son corps et à plus le respecter aussi. Et c'est en ça que le rapport à soi et l'image, il est important. C'est que dans l'alimentation pleine conscience, on a beaucoup de pratiques d'autocompassion, de bienveillance envers soi, d'apprendre à se pardonner et d'apprendre surtout à sortir de la culpabilité. Parce que ce qui va différencier le mangeur intuitif ou le mangeur pleine conscience, vous avez compris que c'est quand même assez proche, d'un mangeur émotionnel, c'est la culpabilité. D'accord. C'est le fait de ne pas s'écouter finalement. Donc l'image de soi, elle est clé dans cette approche, c'est que on va petit à petit apprendre à
être plus gentil avec soi. Ouais, c'était ce que j'étais en train de me dire. En fait, c'est ça, on va vraiment plus s'écouter, écouter ses limites, ses besoins, s'écouter avec bienveillance. Et du coup, se nourrir avec bienveillance plutôt que se nourrir parce qu'il faut se nourrir ou pour se faire du mal. Ça peut arriver aussi. Donc, ok. Et est-ce que, comment dire, notre façon de nous alimenter peut être un reflet de l'image que l'on a de nous? Ah mais complètement. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle le cercle de la restriction. Ok. Donc ça commence par le miroir. Ouais. Vous êtes devant votre miroir, il y a un diététicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Florian Saffer, qui dit qu'il faut 5 secondes pour se trouver un problème à résoudre. Ok. De soi-même? 5 secondes. Face au miroir? Oui. Ok, d'accord. On est très bon, mentalement, notre cerveau est très bon pour scanner ce qui va pas. Mais pas ce qui va bien. Mais pas ce qui va bien, ça c'est le problème. Donc vous trouvez quelque chose à résoudre, ou les bourrelets autour du ventre, ou les cuisses qui sont trop ceci, trop cela, le visage, les rides, les machins. Et vous décidez finalement d'impacter votre corps. Donc de le mettre en restriction en général, parce que moi c'est le type de personnes que je reçois. Restriction sur les quantités, donc où je vais plus écouter ma faim, parce que c'est la solution que j'ai trouvée, ou restriction en termes de plaisir. Parce que quelque part, je vais forcément supprimer ces aliments qui nous donnent le plus de plaisir, les aliments sucrés, salés, gras, voilà. Et derrière, je vais créer de la frustration. En fait, on se punit en quelque sorte. On se punit pas. On a l'impression, c'est le diktat des régimes, on a l'impression que c'est la solution à tous nos problèmes. D'accord. J'ai plein de patientes qui me disent, je serais plus heureuse avec 10 kilos de moins. Non. Et donc, c'est quelque chose qui a été inventé par la société? Ou est-ce que c'est l'humain qui naturellement... Le culte du corps parfait, les réseaux sociaux qui véhiculent quand même des images de femmes filiformes, etc., comme étant la norme, en fait. Et quand on n'est pas en lien avec cette norme, voilà, 5 secondes dans le miroir, ça suffit pour vérifier que non, je suis pas comme il faudrait que je sois. Et justement, quand on commence à être dans la conscience de soi et dans l'amour de soi, du coup, peut-être qu'on peut s'éloigner de ces dictats, parce que du coup, on se dit, j'ai un bourrelet, mais je l'aime, je m'aime comme je suis, et du coup, si j'ai envie de ce carré de chocolat, je mange ce carré de chocolat parce qu'il me fait plaisir et je ne vais pas culpabiliser. Exactement, l'idée c'est de sortir de la culpabilité et finalement d'apprendre à se parler comme à sa meilleure amie. C'est ça, ouais, je vois très bien. Ok. Moi, je rencontre vraiment des patients qui me disent des choses horribles sur elles. Je suis grosse, je suis belle. Votre meilleure amie, jamais elle dirait ça de vous. Pourquoi est-ce qu'on se traite pas comme notre meilleure amie? En fait, vous êtes la personne sur qui vous pouvez compter tous les jours. La personne qui est là, au quotidien, etc. C'est ça. Donc, il faut en prendre soin de cette personne parce que vous allez la voir toute votre vie. Oui, voilà. La côtoyer toute votre vie. Ok. Très bien, très clair, merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre livre aussi, si vous pouvez nous le présenter. Alors ça, c'était un projet un peu coup de cœur, où j'ai découvert la pleine conscience, en fait, en faisant une retraite méditative sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le coach qui m'accompagnait, donc qui m'a vraiment appris ce qu'était la pleine conscience, a été à un moment donné occupé. Il m'a dit, tu vas écrire. J'avais jamais écrit. Et il m'a dit, tu trouveras. Donc je me suis mis à l'écart et puis on avait passé une bonne journée, on avait mangé une tarte à la myrtille lors d'une randonnée en pleine conscience. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment porté attention à ce moment, parce que la randonnée était longue, était dure, et puis cette approche était nouvelle, donc il y avait plein de choses qui étaient en effervescence, et j'avais vraiment porté attention à cette tarte à la myrtille au milieu des montagnes, l'acidité que ça avait, etc. Et je me dis, c'est ça que j'ai envie de raconter. Donc c'est la première nouvelle que j'ai écrite, et je lui ai lu d'ailleurs à mon coach, et il m'a dit le lendemain, tu vas en écrire une autre. Ah, d'accord. Et dans ce même restaurant, il y avait une raclette. Il y avait une raclette et lui n'en mangeait pas du tout. Et j'ai réussi à le convaincre d'aller manger une raclette. Parce que moi, ça m'avait fait rêver. Évidemment, la raclette, c'est tous ces moments entre amis. Dans mon livre, je dis dont on se souvient comme des premières dents. Enfin, ça catalyse beaucoup d'émotions, de partage, parce que c'est pas un plat qu'on mange tout seul. Donc, j'avais envie d'écrire sur la raclette. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et je pense que ça doit être la nouvelle que je préfère, celle sur la raclette. Donc, c'est 17 petites histoires qui nous permettent d'appuyer sur pause et de se dire, voilà, mais qu'est-ce que je vis à ce moment-là? La raclette, c'est fantastique. Vous avez ce petit plateau de charcuterie bien aligné, coupé fin, etc. Vous avez les différentes habitudes de chacun que je mets en avant et
et c'est génial comme expérience parce que finalement, il y a toujours la tranche de trop dans la raclette. Cette tranche qui va nous faire regretter toute la nuit d'avoir mangé le plat, mais finalement, on est là, on en profite et c'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser au livre de Philippe Delerme, La première gorgée de bière. Exactement. Donc, Philippe Delerme, moi, c'est un livre qui n'a jamais quitté ma table de chevet depuis qu'il est sorti. Je le lis, je le relis et je m'en suis beaucoup inspirée. D'accord. J'adore Philippe. Moi aussi. Donc c'est ça. C'est des petites histoires à croquer autour de thèmes différents. Des moments simples de la vie. Sur le café. Donc c'est que de l'alimentation et du plaisir. Ok. Donc des moments simples de la vie qui sont à croquer. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je sais pas, de trouver le temps d'écrire la suite parce que c'est un livre qui a eu le prix de la nouvelle il y a un mois à Toulouse et franchement je m'y attendais pas du tout et ça m'encourage. Je me dis ça ne plaît pas qu'à moi, ce qui est pas mal. et j'ai envie d'écrire la suite, j'ai envie de continuer à aider ces femmes qui souffrent de leur relation à l'alimentation. J'ai envie aussi de proposer d'autres formats pour les accompagner, de continuer en fait sur cette belle route que je redécouvre au fur et à mesure. Voilà, je me forme à l'université aussi sur la psychologie du trouble, des comportements alimentaires. D'accord. J'ai plein d'idées pour continuer, toujours rajouter des outils et faire en sorte de pouvoir accompagner au mieux les personnes qui... Voilà. Très bien. Donc les personnes, pas que les femmes forcément, aussi les hommes. Il y a un petit peu d'hommes quand même. Bah, justement, c'est pour ça depuis tout à l'heure, je me pose la question quand même. Je me dis, il y a quand même des hommes aussi qui peuvent être concernés. Mais il y a quand même des femmes. Ça dépend des troubles. Quand on parle vraiment que des troubles du comportement alimentaire, quand vous prenez l'anorexie, c'est principalement 9 femmes sur 10. 9 personnes sur 10 sont des femmes. Quand on est dans de l'hyperphagie ou des compulsions, il y a il y a 40% d'hommes contre 60% de femmes. Donc là, c'est plus représenté. Mais les hommes en parlent moins. D'accord. Okay. Donc c'est pas que ces personnes ne sont pas concernées, c'est juste qu'il y a de la pudeur, elles en parlent moins. Donc les personnes qui viennent consulter, c'est à 90% des femmes. D'accord. Merci pour ce petit éclaircissement et merci pour ce podcast. À bientôt. Plaisir. Au revoir.